Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi 15 février et j'ouvre un nouveau vlog. Et une semaine sans vlog, j'ai pas mal de choses à vous dire. La semaine dernière, j'ai lu sur... Je suis pas tout à fait droite. Pardon, on va faire un petit réglage. La semaine dernière, j'ai lu à un rythme assez lent. Bon, ça arrive. Hein. Par contre, j'ai lu ceci de Tara M. Stringfellow Memphis. C'est donc un roman qui est sorti pour la rentrée littéraire des éditions Charleston. Alors on est sur un roman choral où on donne la parole à plusieurs personnages, dont principalement, je trouve, à Joanne. Joanne, on est à l'été 1995 et en fait elle se retrouve avec sa mère au volant et sa petite sœur avec elle dans la voiture et elle s'enfuit. Elle quitte le domicile conjugal suite à un énième excès de colère de son père contre sa mère. Sa mère décide de fuir, elle emmène les deux filles et elle se retrouve à aller vivre à Memphis chez la sœur de la mère de Joanne. Et voilà, elle arrive dans cette magnifique demeure qui est dans la famille depuis des années et elle trouve refuge en fait chez cette sœur. Et en fait, on va suivre dans ce roman-là toute l'histoire de cette famille noire américaine qui en a bavé. Je crois que la population noire souffre encore énormément aux États-Unis. On l'a vu dernièrement avec une affaire tristement célèbre. On va suivre l'histoire de son grand-père de Joanne qui est devenu le premier inspecteur noir de la police de Memphis et qui a fini par se faire lyncher. On va suivre sa grand-mère qui est une femme également incroyable. On va suivre l'histoire de sa mère, de la sœur de sa mère, de tout ce qu'elles ont dû faire différemment du fait qu'elles étaient noires et de Joanne et de ses souffrances parce que Joanne c'est une jeune demoiselle au début du roman et elle a déjà encaissé énormément de choses, Joanne. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est un roman qu'il faut découvrir. Voilà, c'est une histoire de famille en fait. C'est l'histoire d'une famille noire américaine qui a beaucoup trop souffert parce qu'elle était noire et qui a comme toutes les familles ses secrets, ses non-dits, etc. Et en fait voilà, c'est cette histoire-là qu'on vous raconte dans Memphis. On donne la parole, je vous dis, à chacun des personnages. Alors j'ai plus tous les prénoms en tête. Il y a Joanne, donc cette jeune fille, c'est le premier chapitre, on commence avec elle, donc c'est pour ça que je vous parle d'elle. Ensuite il y a Myriam, la mère, il y a Mia, la sœur de Joanne, enfin bref. C'est vraiment... Alors moi je commence ce roman là et il y a quelque chose qui me gêne très 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 fort dès le début. Je vais pas vous dire quoi, mais il y a quelque chose qui me gêne et je trouve du coup que ça instaure au début une ambiance qui me met très mal à l'aise par rapport à ce roman-là. Et au début, j'avoue que j'ai du mal à passer outre. Cette chose qui me gêne énormément. Je peux pas vous dire quoi, mais enfin c'est quelque chose que j'imagine pas faire moi et que la mère de Joanne fait. Bref, peu importe. Et du coup, au début, je pars en fait un peu sceptique. Et en fait, plus j'avance dans le roman et plus je suis captivée par cette famille, par leur histoire, par le ton qui est donné à ce roman, par cette plume qui est vraiment très contemporaine et que c'est le style de plume que j'aime beaucoup, qu'on trouve assez régulièrement, je trouve, dans les romans Charleston, qui vous content comme ça des histoires de famille assez fortes, poignantes, assez puissantes. Et je me laisse complètement embarquée dans l'histoire. Je finis ce livre en larmes, je finis ce livre complètement chamboulé, complètement avec l'estomac noué et avec vraiment la tristesse de quitter tous ces personnages parce que vraiment je passe tellement un bon moment finalement malgré ce début. Alors du coup, je peux pas dire coup de cœur parce que pour moi coup de cœur c'est un roman que je trouve parfait de A à Z. Et là il y a quelque chose qui me met dans un malaise au début, qui s'estompe petit à petit et qui vraiment finalement
je finis en me disant que c'est une vraie pépite ce roman, qu'il faut qu'il soit lu, qu'il est important parce que je suis passée outre ce qui me gênait au début et j'ai réussi à voir tout ce que l'autrice a à nous révéler en fait sur ses conditions, sur cette ville de Memphis, sur tout un tas de choses. La couverture est absolument sublime, j'ai réussi à parfaitement me projeter dans cette maison familiale et je fermais les yeux et je voyais très bien en fait les décors, le lieu, le salon de coiffure de la tante de Joanne. Vraiment j'étais extrêmement bien et c'est pas un coup de cœur, à grand regret, parce que moi vraiment j'utilise le mot coup de cœur avec parcimonie et ce début qui me met un peu mal à l'aise empêche que ce soit un coup de cœur, mais sinon ça aurait été un énorme coup de cœur parce que vraiment l'histoire de cette famille m'a transportée, bouleversée. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour à Memphis et de rencontrer ces personnages absolument incroyables. Ensuite, j'ai lu. Derrière ça, il a fallu que j'enchaîne et c'est jamais facile d'enchaîner avec un livre que tu fermes et qui te laisse un peu sans voix. Ça a été le cas vraiment avec Memphis où je ferme ce livre et j'avais déjà une boule au ventre et j'avais déjà envie de retrouver tous les personnages. Ça ne sera pas le cas parce que je crois pas que c'est un roman qui se prêtera à une suite, c'est vraiment une histoire unique. Et j'enchaîne avec une enquête des Sœurs Brontë. Donc là, on est sur le Monarque rouge de Bella Ellis. On retrouve donc nos 3 sœurs Brontë, Emily, Charlotte et Anne, qui vont de nouveau enquêter. C'est le tome 3 de ce Cozy Mystery. Il y a également Branwell, le frère Brontë. Et de nouveau, elles quittent leur petite terre tranquille et elles partent directement à Londres puisque Anne reçoit la lettre d'une amie à elle et elle est désespérée, son amie, puisque son mari vient de se faire enlever par une bande de truands. Il s'est fait enlever parce qu'on lui reproche d'avoir volé quelque chose de précieux et cette jeune demoiselle en fait ne comprend pas, son conjoint est un honnête homme, elle fait tout pour le défendre, elle n'y parvient pas, on l'emmène et elle est désemparée, d'autant plus qu'elle est enceinte. Elle écrit une lettre à Anne pour crier au secours. Du coup, Anne débarque, évidemment, accompagnée de Emily et de Charlotte et de Branwell. Et elles vont commencer à enquêter dans cette espèce de bas-fond londonien. Et elles vont essayer de retrouver cet homme, cet objet précieux qu'il aurait soi-disant volé. Et elles vont découvrir un réseau assez machiavélique. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ce Cozy Mystery là? J'ai préféré les 2 premiers tomes. Celui-ci, au bout d'un moment, je m'ennuie un petit peu. Est-ce que c'est parce qu'il passe derrière Memphis? Je rappelle. Sûrement. Mais du coup, ouais, je m'ennuie un petit peu. Je trouve que parfois, c'est un petit peu longuet. Pourtant, tout est bien ficelé. La fin, c'est pas une fin que tu peux voir arriver. Enfin, je trouve pas, en tout cas. Voilà, la fin, elle est bien pensée, bien réfléchie. On va croiser de loin la reine Victoria et j'ai trouvé ça chouette. Mais ouais, un petit peu plus mitigé que les 2 précédents. Alors c'est pas une mauvaise lecture, c'est pas un mauvais roman, je suis pas déçue, etc. Parce que j'ai adoré retrouver Charlotte, Anne et Emily, vraiment les Sœurs Brontë, depuis que j'ai lu le journal secret de... Non, c'est quoi, le journal secret? Je sais plus. Oui, c'est ça, le journal secret de Charlotte Brontë. Les Sœurs Brontë sont un indispensable dans ma vie de lectrice. Et de les retrouver comme ça dans un Cozy Mystery, je trouve ça chouette. Surtout que l'autrice, elle fait un parallèle avec leur vraie vie, ce qui est vraiment arrivé. Au début, les Sœurs Brontë ont envoyé un recueil de poèmes, je crois, ou quelque chose comme ça, en se faisant passer pour des hommes, etc. Et en fait, là-dedans, on fait allusion à leur vraie vie, à ce qui s'est passé dans leur vie d'autrice, etc. Et puis également, il y a un gros parallèle avec le frère, Branwell, avec son histoire de vie. Et dans cette enquête-là, on en parle beaucoup et vraiment, je trouve ça chouette. Donc voilà, pas de demi-teinte non plus, un petit peu moins haletant que les 2 tomes précédents. On verra le tome 4, je ne sais pas, j'ai pas de date, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Aucune idée, c'est pas marqué dedans. Voilà, pour mon enquête et le Monarque rouge. Hier, sur la journée d'hier, j'ai lu
Témoin oculaire, c'est donc un livre, un recueil de nouvelles qui est paru aux éditions Alibi. Alors de ce que je comprends, Alibi ça doit être une revue du polar et dans chaque revue du polar apparaît une nouvelle et donc ils ont regroupé toutes ces nouvelles dans un recueil qui s'appelle donc Témoin oculaire. Le principe, on montre une photographie à l'auteur et l'auteur doit en écrire une nouvelle. J'ai donc lu toutes les nouvelles, il y a dedans Victor Del Arbol, R.J. Ellory, Claire Favant, Laurent Guillaume, Johanna Gustafsson, Marcus Malt, Bernard Minier, Alexandra Schwartzbrod, je m'excuse parce que je dois écorcher le nom, Dominique Sylvain, Franck Tillier et Olivier Truc. Une photo, un auteur, une histoire. Donc voilà, je vais vous montrer les quelques photos qui ont été données. Celle-ci, c'est pour Claire Favant. Et ce qui est bien, c'est qu'on a l'histoire aussi de cette photo, en fait. Avant que commence la nouvelle, on a l'histoire de l'auteur et l'histoire de la photo. Je trouve ça chouette. Laurent Guillaume, Johanna Gustafsson, Marcus Malt. Et du coup, en revoyant les photos, j'ai vraiment toute l'histoire qui me revient. L'immortel. Très espagnol, la nouvelle de Bernard. Hop, Freddy de Alexandra Schwartzbrod. Je tiens à écorcher son nom apparemment, puisque je répète, Les Pinsons de Dominique Sylvain. Voilà, chaque nouvelle fait une dizaine de pages. Le recueil, il fait environ 160 pages. Vague à l'âme de Franck Tillier. Et celui-ci. J'en ai oublié une, je pense. Ouais, j'ai oublié cette image. Et celle de R.J. Ellory. Comme tout recueil de nouvelles, il y en a des moins bonnes que d'autres, mais écoutez, il n'y en a aucune où je me suis dit, ah, c'est vraiment nul. Je passe un excellent moment, j'adore découvrir les auteurs sous des petits formats comme ça, où il faut qu'ils donnent tout en 10 pages, je trouve ça très fort. Et il y a des histoires qui sont parvenues à vraiment m'embarquer en 10 pages. Je pense notamment à la nouvelle de Johanna Gustafsson, que j'ai trouvée génialissime, à celle de Franck Tillier, que je trouve très dans l'air du temps, très percutante, je vous en dis pas plus. Celle d'R.J. Ellory aussi, que j'ai adorée. Voilà, les trois qui sortent du lot pour moi, ce sont ces trois-là que j'ai trouvé incroyables. Je vous avais dit que j'avais très envie de découvrir la plume de Johanna Gustafsson et en fait cette nouvelle vraiment conforte mon idée. J'entends pas mal parler de son roman qui est paru peut-être bien chez Kalman Levy, L'île de Yule je crois. Et je me tâte à me le prendre vraiment parce qu'il me tente bien. Donc voilà, une super découverte, Alibi. Le format nouvelle, je suis pas grande cliente, mais là vraiment, je trouve que c'était très très bien. Enfin, je veux dire, ces auteurs-là, ils sont capables de nous pondre des trucs de 500-600 pages. Et là, ils me prouvent pour certains qu'ils sont capables de te faire des trucs incroyables en 10 pages. Vraiment, c'était chouette. Alors évidemment, c'est 10 lignes. Hein, ça ne vaut pas un roman de 600 pages, c'est impossible. Mais c'est déjà... L'exercice doit être difficile, en fait, j'imagine. Et bon, je passe un bon moment avec ceci. Voilà, c'est chez Alibi et je les remercie de nouveau pour leur confiance. Aujourd'hui, je dois lire ma partie des filles de la Villa aux Étoffes. Voilà, j'en suis à la page 387. Il me reste 2 parties à lire d'après mon découpage. La partie du jour, elle est grosse, je crois. Hein. Combien ça fait de pages la partie du jour? J'étais un peu lourde hein, sur le découpage. Ouais, il fait 130 pages le découpage du jour. 11 chapitres. Donc voilà, je vais lire ça aujourd'hui. Demain, je ne sais pas encore ce que j'attaquerai dans mon planning de lecture. J'ai mis un roman que j'ai demandé chez Albin Michel, mais que je suis pas sûre de recevoir. Donc je vais voir. Parce que la semaine dernière et ce début de semaine, j'ai fait beaucoup de réceptions, mais je n'ai rien ouvert parce que j'avais envie de tout ouvrir avec vous pour ce matin. Là, j'aurai pas le temps de les ouvrir. Donc j'ouvrirai ça demain et j'espère qu'il y a ce roman que j'ai très envie de lire dès que je le reçois. Et voilà, on verra bien demain si c'est celui-là. J'ai reçu un colis d'Albin Michel, mais du coup, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je me laisse du suspense pour ouvrir demain avec vous. Au niveau de l'audio, j'en suis à la fin des Cendres sous les coquelicots de Karine Pitoki. Vraiment, il doit me rester
Ah, il y a mes enfants, vous devez les entendre, je suis désolée. Une quarantaine de minutes d'écoute. Donc vraiment, je suis sur la fin. Du coup, je pourrais très certainement vous faire l'update dans ce vlog. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une excellente mauvaise idée que de lire en même temps et d'écouter ça, puisque ça se passe au même moment. Ça, on est vraiment en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Là, on est un peu partout en Europe, en Belgique, en France, un peu partout. Et ça fait ça dans ma tête par moment. Enfin voilà, ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et je vous reprendrai demain pour un unboxing qui risque de durer un petit bout de temps. Parce que vraiment j'ai reçu pas mal de choses. Au programme aujourd'hui, j'emmène les garçons cet après-midi au... Je peux pas le dire parce qu'ils entendent, ils sont à côté. Et voilà, je vous ferai un petit retour sur ça. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce matin. Je vous reprends plus tard. Un commentaire. Ciao. Je vous reprends, on est jeudi et vous voyez, je n'ai pas menti, j'ai reçu pas mal de choses. Et je n'ai rien ouvert, ça c'est pas moi, c'est le facteur. Le premier colis, ça me vient des éditions Phileas, je ne sais pas du tout ce que c'est. Fahrenheit 451, d'après le livre de Ray Bradbury. J'ai déjà entendu parler du livre, mais je ne le connais pas. Voici ce que j'ai reçu. Oh, ils sont bons. J'adore l'odeur de ce livre. C'est parti, elle va sniffer ses bouquins. Alors ça, c'est un livre hyper connu, parce que vraiment, Fahrenheit 451, j'ai vu pas mal de fois passer ce titre. J'ai notamment vu passer un autre livre de Ray Bradbury, avec des citrouilles d'Halloween. Je sais plus c'est quoi le titre de ce livre, qui me tente beaucoup également. C'est plutôt l'autre qui me tente davantage que celui-ci. Mais écoutez, c'est chouette, on va lire ce graphique. Je vous montre un petit peu les planches. Par le grand auteur visionnaire Ray Bradbury, une projection dystopique sombre d'une société où la lecture est devenue le dernier acte de rébellion. Bah écoutez, j'ai hâte de lire ça et j'espère que je passerai un bon moment. Je vous en reparle très vite et je remercie les éditions Phileas pour l'envoi. Ils font leur vie hein, encore aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah, le tome 3 des Héritières de Löwenhof, la promesse de Solveig de Corinna Baumann. C'est le dernier puisque cette saga-là, c'est une trilogie, contrairement à La Villa aux Étoffes où là, il y en a plus. Donc voilà, on va retrouver Solveig qu'on découvre tout juste à la fin du deuxième tome. Les deux premiers tomes, je les ai lus dans le cadre de mon aventure de lectrice Charleston et j'avais vraiment beaucoup aimé et du coup, ouais, j'ai trop hâte de lire la suite. Je trouve la couverture trop chouette, trop belle, plus belle que les autres même. Là, celui-ci commence en 1967. On est bien loin du premier tome avec Agneta. Il est assez gros, hein. 617 pages. Voilà. Un grand merci Charleston pour l'envoi de ce dernier tome de cette trilogie. Ensuite, ça me vient de chez Albin Michel et j'espère très très fort que c'est le Mélissa d'Acosta parce que c'est celui que j'ai prévu de commencer aujourd'hui dans mon planning de lecture. Donc bah, si c'est pas lui, peut-être que je le recevrai même pas, j'en sais rien. Ouh, qu'est-ce que c'est ? C'est emballé dans du tissu et ça je trouve ça absolument génial. Tous les ans je dis qu'il faut que je me lance pour Noël. Des furaux... Oh, je sais jamais comment ça s'appelle. Ah, j'adore. Oh, c'est lui. Il y a plein de petites étoiles. Comme ça. C'est lui. Je suis trop contente. Je vais le commencer aujourd'hui. Les femmes du bout du monde, le dernier roman donc de Mélissa d'Acosta qui paraîtra, il me semble, le 1er mars, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous lire la 4e. Si tu te demandes ce que nous faisons ainsi loin des hommes, je vais te dire. Nous veillons sur notre petit univers, nous veillons les unes sur les autres, c'est ce que font les femmes du bout du monde. À la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Catlins, au cœur d'une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Millie.
Sur ce dernier bastion de terre avant l'océan austral et le pôle sud, elle gère le camping Mutungo Oteao, le bout du monde en maori. Autumn et Millie forment un duo inséparable, jusqu'au jour où débarque Flore, une jeune parisienne en quête de rédemption. Hantée par le passé mais bercée par les vents et les légendes maoris, ces trois femmes apprendront à se connaître, se pardonner et s'aimer. Melissa d'Acosta nous offre un voyage inoubliable à travers des paysages d'une stupéfiante beauté, aux côtés de personnages inspirés et inspirants. J'ai reçu un message. Un nouveau roman magistral et une ode à la liberté. Fait 380 pages et donc celui-ci, je le commence tout de suite après. Un grand merci aux éditions Albin Michel pour l'envoi de ce roman que j'attendais vraiment beaucoup. Ensuite, ça me vient des éditions Le Duc. Ensuite, il s'agit d'un roman qui sortira le 21 février aux éditions Charleston et il s'agit de Nos racines invisibles de Isabelle Lagari, pardon. Et ce roman-là, j'en ai discuté, je ne sais plus avec qui. Je me demande si c'est pas avec Emeline des éditions Charleston qui... j'ai peur de vous dire une bêtise, mais j'ai entendu plusieurs fois que franchement, il était absolument incroyable. Donc, je n'ai pas lu la 4e, j'ai foncé quand je l'ai vu sur le catalogue des éditions Charleston. Et je me suis dit, bon, écoutez, on verra bien, je vais vous lire quand même la 4e et je vais essayer de l'oublier d'ici que je le commence. Étudiante en archéologie, Romy mène une existence plutôt solitaire depuis la mort de sa mère, alternant chantier de fouilles au Brésil et sessions de travail sur sa thèse à Lyon. Si elle a consacré sa vie à étudier les civilisations ancestrales, elle peut se débarrasser du sentiment que quelque chose cloche dans son propre arbre généalogique. Elle n'a pas grand-chose en commun avec ce père dont le seul but dans la vie semble d'être de figurer dans le livre Guinness des records, par tous les moyens, même les plus ridicules, ni avec cette grand-mère avec laquelle elle n'a jamais réussi à avoir de véritables conversations. Alors même s'il serait plus confortable de ne pas savoir, même si les tests ADN sont illégaux en France, elle se lance dans une quête de ses racines qui risque de bouleverser sa vie à tout jamais. Ah, c'est trop bien ça! Il y a un petit mot sur le petit rabat. Chère lectrice, cher lecteur, il est possible que ce roman vous donne envie de souffler sur un petit poids, de partir au Brésil ou de vous inscrire sur un site de rencontre, mais ce que je vous souhaite par-dessus tout, c'est de passer un bon moment avec Romy, Donna et Edmond. Merci de votre confiance. 360 pages environ. Donc voilà, je vous en reparle très vite de celui-ci. Une nouvelle fois, merci aux éditions Charleston pour l'envoi. Ensuite, ça me vient de chez Pocket et je ne sais pas ce que c'est. Le dernier procès de Victor Melki de Sandrine Détombe. Je ne connais pas du tout. Je suis peut-être la plus inculte du monde. Le commissaire Maxime Tellier reçoit d'un expéditeur anonyme un faire-part de décès d'un homme qu'elle ne connaît pas. Intriguée, elle se rend à l'enterrement. Là, une couronne de fleurs l'interpelle. Lord Ali a parlé, Christian a échoué, Max Tellier. Commence alors pour Max un sordide jeu de piste aux frontières du bien et du mal où les innocents se font coupables, les coupables innocents entre providence divine et justice expéditive. Je ne connais pas du tout et j'en suis navrée. À suivre, je vous en reparle très vite. J'ai reçu autre chose, je ne sais pas non plus ce que c'est. Alors, Pocket. Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir les 3 titres de la sélection Nouvelle Voix du Polar de février. Trop chouette. J'en ai 3. Alors d'abord, on a Anna Bailey, Une pluie de septembre. C'est pareil, je connais pas du tout. Après une soirée arrosée dans la forêt de Tailbones, Abigail Blake, 17 ans, est portée disparue. Dans la communauté pieuse qu'il a vu grandir, les rumeurs vont bon train. A-t-elle fui une famille notoirement déséquilibrée où le père règne en maître sur une femme et des enfants terrorisés? A-t-elle fait une mauvaise rencontre au mauvais endroit? Un assassin se cache-t-il dans cette petite ville du Colorado? Ce qui est certain, c'est que les bois de Tailbones renferment de nombreux secrets, à commencer par les pages déchirées du journal intime d'Abigail. Celui-ci, il fait 440 pages. Je trouve la couverture trop belle. Ensuite, on a Céline de Rohani, Les beaux mensonges. Et ça, je suis ravie parce que Céline de Rohani, je vous en ai déjà parlé avec De si bonne mère, qui est donc De si bonne mère, la suite de celui-ci, que je n'ai pas lu. Et je suis ravie parce que comme ça, je vais enfin pouvoir découvrir le premier tome des enquêtes de Céleste Ibar, que vraiment dans De si bonne mère, j'ai adoré. Je suis trop contente, du coup, de recevoir celui-ci, je ne savais pas du tout. Après 10 ans à la BRI, Céleste Ibar a dû quitter Paris. Une agression d'une brutalité extrême l'a défigurée. À peine nommée capitaine de la PJ de Nanterre, elle arrête en flagrant délit de violence conjugale un de ses collègues. Sa hiérarchie va alors la cantonner aux affaires courantes et l'envoie
constater le suicide de l'héritière et PDG des biscuiteries Arnott. Qui était la si respectable Anne Arnott, Céleste va déterrer un à un des secrets profondément enfouis et découvrira la part très obscure d'un monde de notables où les apparences règnent et les apparences tuent. Pour ce premier essai, Céline de Rohany signe sans faute une petite pépite d'après Le Barycien. Je suis trop contente parce que je voulais absolument lire ce roman-là et je vais essayer de me le caser le plus vite possible. Ensuite, j'ai reçu La Faussaire de Patricia Delahaye et celui-ci, je l'ai déjà lu en grand format. Il était paru aux éditions... je ne sais plus. Celui-ci, je l'ai lu dans le cadre du jury pour le Festival sans nom de Mulhouse. Et j'avais beaucoup aimé La Faussaire. Dans mon classement, je l'avais mis en dernier parce que pour moi, c'est celui qui s'éloignait le plus du polar thriller. C'est pas exactement en fait ce que j'attendais de ce roman-là. Mais j'ai beaucoup aimé. À part le cadre polar thriller, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que Patricia Delahaye, elle creuse extrêmement bien la psychologie de l'être humain sur ce roman-là et j'avais passé un bon moment. C'est inspiré d'un fait réel, c'est l'histoire d'un homme, un médecin de famille dans un petit village qui a sa femme, qui a tout pour être heureux, vraiment le bon médecin de famille de campagne comme on peut l'imaginer, un peu le stéréotype. Sauf qu'un jour, il va croiser la route d'une femme qui ressemble, qui lui fait penser à Marilyn Monroe, son idole de toujours. Et avec cette femme, il va complètement perdre pied. Et cette femme, en plus de ça, s'avère être une faussaire. Voilà, j'en dirai pas plus, mais il était très bien écrit, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de tout ça, puisque dès le début, tu sais comment ça va finir. Mais c'est plutôt un roman à prendre sous le côté psychologique du truc et de voir comment un homme bien sous tout rapport et que tu ne pourrais pas soupçonner de faire des choses horribles, va finir par commettre à un moment donné des choses absolument atroces. Du coup, celui-ci... je vais voir avec Emmanuel de chez Pocket si éventuellement je peux vous le faire gagner sur Instagram. Je vous en reparlerai ici aussi. Du coup, un grand merci à Pocket qui étoffe ma collection de polar thriller. C'est super chouette, je suis ravie. Un grand merci à Emmanuel et Camille de chez Pocket. Voilà, j'ai ouvert tout ce que j'ai reçu dernièrement. Je vais commencer mon précieux et je vous en reparle un petit peu plus tard dans ce vlog. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est lundi, j'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre ce week-end, du coup je vous reprends que seulement maintenant pour venir clôturer ce vlog et vous parler des 2 dernières lectures que j'ai terminées, puisque depuis que je vous ai quitté, ça doit être jeudi je crois, j'ai lu 2 livres. Comme je vous l'ai dit, j'ai attaqué aussitôt Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta qui donc paraîtra le 1er mars chez Albin Michel et donc je l'ai littéralement dévoré. Il fait 380 pages et je l'ai lu en 24 heures. Alors j'avais pas mes enfants sur ces 24 heures. Ça m'a beaucoup aidé, mais ouais, littéralement je l'ai dévoré. J'ai passé une soirée complète dessus et un midi complet dessus et incroyable. Les femmes du bout du monde, c'est l'histoire de Flore, une jeune femme qui décide de tout plaquer dans sa vie, qui est très très malheureuse dans son couple, qui est un couple en perdition, qui est un couple complètement à la dérive. Elle a fait des choses assez regrettable parce qu'elle s'est sentie dépassée à un moment ou à un autre par sa vie, par son train-train quotidien, par tout un tas de choses qui se sont accumulées au quotidien dans sa vie. Et elle a fait des choses, on le sent tout de suite, on le sait tout de suite, elle a fait des choses qui sont pas hyper cool, hyper saines. Et elle décide en fait de tout plaquer et de partir au bout du monde. Elle prend un billet d'avion, elle part pour la Nouvelle-Zélande, où elle arrive dans un camping, tout au bout de l'île en fait, ça donne vraiment cette sensation où elle arrive dans un camping qui est tenu par 2 femmes, une mère et sa fille,
Millie la fille et Autumn la mère. Et elle arrive dans ce camping avec son petit sac à dos, avec aucune force dans les bras, alors que vraiment le travail qui va lui être demandé dans le camping, c'est quand même un travail assez physique. Et Millie et Autumn la voient arriver, la regardent un peu en disant bah elle c'est encore une de ces personnes qui va venir nous aider et qui va rester 15 jours et qui va repartir aussitôt. Et puis finalement, il se passe une espèce d'alchimie un peu improbable et un peu inattendue, une alchimie si forte, inattendue entre ces trois femmes. Et je me suis laissée transporter par cette histoire. Je me suis laissée transporter par ces personnages. Je me suis laissée transporter par la Nouvelle-Zélande, par les mythes maoris. Je me suis laissée bercer par les histoires qu'on nous raconte. Elle a cette puissance dans la plume, Melissa d'Acosta. Vraiment, elle fait partie pour moi des meilleures conteuses françaises. De te raconter une histoire et de t'asseoir dans ton siège et tu restes là et t'observes en fait. Je trouve qu'elle a une plume très immersive où j'imaginais très bien la Nouvelle-Zélande. C'est un pays que je connais pas du tout et pourtant je parvenais à y être, à imaginer et surtout à écouter ce que ces trois femmes du bout du monde avaient à me dire. Et vraiment je pense qu'on est sur le plus gros coup de cœur. Je sais même pas en fait si j'ai eu un coup de cœur depuis le début de l'année 2023, mais alors celui-ci, un chef-d'œuvre. Je finis vraiment ce livre avec un sentiment confus en fait, où j'ai pas les mots, où je me retrouve à me dire mais ces femmes sont incroyables. Flore vient de me donner une leçon de lâcher prise incroyable. Puis il y a Autumn, cette maman qui veut garder sa fille près d'elle. Alors elle est grande maintenant, hein, Millie. C'est une jeune femme en fait, mais elle a cette espèce d'emprise inconsciente où elle veut garder sa fille avec elle, où elle veut garder sa fille près d'elle, qui fait réfléchir en fait mon cœur de maman. Ces trois femmes ont vraiment eu un impact très fort sur moi. L'écriture de Melissa d'Acosta a très souvent un impact très fort sur moi. Et là, elle renouvelle l'exploit avec les femmes du bout du monde. C'est vraiment cette plume-là que j'aime chez Melissa d'Acosta. C'est vraiment quand elle nous écrit des histoires comme ça, qu'elle nous transporte. Et gros coup de cœur, vraiment, il faut lire Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. Je n'en dirai pas plus et je vous laisse être transportée par trois femmes qui ont du courage, de la résilience et un incompressible besoin de se sentir vivante. Derrière un coup de cœur, il faut toujours enchaîner et du coup pour samedi dimanche, j'ai décidé de m'octroyer un petit livre doudou cocon et j'ai donc sorti de ma palle. Il vient juste d'y rentrer, donc ça va, il n'a pas fait long feu. Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, qui est donc paru aux éditions École des loisirs. C'est un livre qu'on a énormément vu passer sur les réseaux sociaux. C'est un livre pour lequel j'avais énormément d'attentes, rien que parce que sur la première page c'est un petit renard et que pour ceux qui me connaissent un petit peu maintenant savent à quel point j'aime le renard et que cet animal représente beaucoup de choses pour moi. Et du coup je m'embarque dans Mémoire de la forêt. C'est donc un livre jeunesse et en fait on va suivre l'histoire, le périple de deux personnages. Ce petit renard, oula, ah j'ai mis le mode flou encore, j'avais même pas vu. Un petit renard qui s'appelle Archibald et son ami Ferdinand Taupe. Archibald, il tient une librairie un petit peu particulière, une librairie où on y dépose son manuscrit et donc en fait c'est une librairie où chaque livre est complètement unique. Un jour, Ferdinand Taupe y a déposé toutes ses mémoires, sauf que quelqu'un a acheté ses mémoires et que cette pauvre petite taupe est complètement en train de perdre la boule et ne se souvient pas. Il voudrait relire ses mémoires, il cherche sa femme, il ne sait pas où elle est et du coup va découler de tout ça un périple dans la forêt où ce gentil renard, ce gentil libraire décide d'accompagner cette petite taupe qui perd complètement la boule dans ce périple
et l'accompagne à différents endroits auxquels il doit retourner. Donc on s'immerge hyper facilement puisqu'en fait tout au début du livre on a tous les endroits où vont se rendre notre petit duo. Écoutez, c'est une très très jolie histoire. Alors j'ai pas le gros coup de cœur qu'ont eu beaucoup de personnes sur ce roman-là. Peut-être parce que j'en attendais trop, parce que je m'attendais au coup de cœur, parce que je voulais le coup de cœur, enfin je sais pas. C'est une excellente lecture, c'est un excellent roman jeunesse, c'est très joli, il y a des beaux sentiments, il y a des très belles choses qui sont écrites. C'est une formidable métaphore sur la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie tellement destructrice pour soi et pour l'entourage. C'est une formidable métaphore sur cette maladie, c'est très très beau, c'est très poétique, cette forêt elle est très jolie, ces endroits ils sont merveilleux, ces gâteaux, ces sucreries, toutes ces douceurs, en fait c'est un petit bonbon, Mémoire de la forêt, et voilà, c'est le livre cocooning par excellence qui fait un bien fou, que j'ai lu en moins de 24 heures également. Il fait 300 pages mais c'est un jeunesse, c'est écrit très gros et ouais, ça fait du bien, c'est la petite histoire qui fait du bien. Je pense que c'est une histoire sans prétention. Michael Brun-Arnaud, je pense ne l'apprendre à personne, mais il est libraire, c'est lui, le Renard Doré à Paris. Et on sent toute la passion de son métier dans ce livre-là, dans sa librairie, et on sent toute la passion de son ancien métier, puisqu'avant il s'occupait de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et du coup il est très humain, très vivant, très prenant, très doux, et en même temps il te serre la gorge à un moment donné, parce que la maladie d'Alzheimer c'est vraiment une maladie atroce. Et ouais, un grand bravo, parce que franchement j'ai passé un excellent moment. C'est pas le grand coup de cœur auquel je m'attendais, ça je viens de vous le dire, mais vraiment je passe un excellent moment. J'ai la suite qui attend dans ma palle, qui sortira début avril il me semble, si je dis pas de bêtises, et je vais le lire là ce mois-ci également. Il sera lu sur le mois de février. Je vais parler des illustrations très rapidement qui sont à couper le souffle. Absolument magnifique les illustrations, avec la couverture est magnifique. C'est un livre très automnal que j'aurais préféré lire à l'automne, mais que j'ai très envie de lire le tome 2 là, avant qu'il sorte. Enfin, bon, c'est vraiment, j'ai passé un excellent moment. Et voilà, c'est un livre que je pense par exemple que je prêterai à ma petite sœur qui a 12 ans et qui devrait également passer un excellent moment avec ce renard, ce libraire absolument génial que j'ai déjà hâte de retrouver dans le tome 2. Voilà pour les lectures que j'ai terminées ce week-end. Là je vais attaquer, j'ai pas commencé encore, Deuil de miel, que je m'étais acheté au festival sans nom à Mulhouse. Il est dédicacé, c'est marqué Ces petits insectes craquants, c'est donc le tome 2 de Charcot, où Charcot est tout seul, avec la bio de Maxime Chatham. C'est la petite particularité de cet exemplaire. Donc voilà, je vais attaquer Deuil de miel, très certainement aujourd'hui. Derrière Mémoire de la forêt, écoutez, je vais rester avec les petites bêtes qui grouillent, mais je pense qu'on va pas trop être sur le même mood. Sinon, j'ai également fait 2 petites réceptions ce week-end que je vais ouvrir avec vous. Je crois que les 2 me viennent de... Ah non, il y en a une de chez Le Duc et l'autre d'Albin Michel. Ah d'accord. Alors, eh bien ça, c'est le premier livre que j'ai lu dans le cadre de mon aventure Le Duc, Gardienne Le Duc Ésotérisme. C'est un livre qui parle de pierre, il est très beau, très très beau je trouve. Alors, c'est un ouvrage qui coûte 24,90 € et qui parle de pierre. Quel suspense! Donc voilà, il y a beaucoup de pierres qui sont présentées dans cet ouvrage-là. Il y a des pierres que je ne connaissais pas. Pourtant, je pense quand même commencer à maîtriser pas mal la lithothérapie. Mais voilà, il y a des rituels à faire, des choses comme ça. Et il y a pour chaque petite pierre un petit secret en fait que l'autrice nous révèle. Donc par exemple, bon, je vais en prendre une, la pierre du lâcher prise. Là, il faudrait m'acheter une espèce de cargaison et de la mettre devant chez moi. Alors, le Larimar, la pierre du lâcher-prise, pays d'origine Italie, île de Saint-Domingue, déchargement, fumigation, eau, géométrie sacrée, rechargement, lumière du jour sans lumière directe, géométrie sacrée. Les 3 mots-clés de cette
Pierre, c'est purification, libération, sérénité. Le secret de Carole à propos de cette pierre vous déchaîne des chaînes qui vous empêchent d'avancer et des peurs qui vous bloquent. Le conseil Good Vibes de Carole, elle libère la parole du cœur et permet à celui qui la porte de parler juste et surtout d'être entendu. Donc voilà, il y a toutes les pierres qui sont classées par catégorie de couleurs. On a les pierres orange, la couleur et la passion du dynamisme. Après on va avoir une partie sur les pierres, le rouge, la couleur de la force intérieure. Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'est le premier ouvrage que j'ai lu dans le cadre de mes lectures Le Duc et je l'ai trouvé vraiment chouette. À la fin on a un petit résumé de toutes les pierres qu'on peut trouver dans ce livre. Et il y a une pierre qui m'avait pas mal interpellée notamment, que je m'étais dit, il faudra que je découvre ça. Cette pierre-là, qui m'a pas mal interpellée et que la prochaine fois que je fais un marché aux pierres, une bourse aux pierres, j'essaierai de m'en trouver une. L'agate Botswana, la pierre de la chance. Vous avez envie de mener à bout un projet, l'agate Botswana va maintenir votre motivation à flot. Pierre de la chance et des clins d'œil du destin. Elle va vous inciter à trouver des solutions plutôt que de tourner en rond. Pierre du courage, elle vous pousse aussi à affronter vos peurs et à relever vos challenges. Son plus, son aura vous protège des ondes et des énergies négatives, et elle vous apporte stabilité intérieure, sang-froid et confiance en vous. Vous pouvez la placer sur le front lors de vos séances de méditation pour apaiser les tourments de l'esprit. Le trac vous fait la misère, prenez l'agate dans la main pour renforcer votre assurance et développer votre expression artistique. Enfin voilà, c'est donc de Carole Smile, ça s'appelle Mes 100 pierres et cristaux dans la collection Le Duquesneau. Vraiment, si jamais vous avez envie d'un livre qui vous parle de pierre, vous pouvez foncer sur celui-ci. Je trouve qu'il est très réussi, très clair, très explicite, autant pour les débutants que pour ceux qui sont un petit peu plus aguerris au niveau des pierres, parce que je trouve vraiment qu'il y a des petits tips intéressants dans ce livre-là. Un grand merci à Le Duquesneau de m'avoir permis de découvrir ceci il y a quelques mois maintenant et pour la réception de ce livre. Ensuite, Albin Michel. Tadam! Le dernier, Zoé Brisby, Les Nouvelles Épouses. Alors Zoé Brisby, c'est une autrice pour laquelle j'ai absolument tout lu. Je suis à jour chez Zoé. J'aime beaucoup sa plume très incisive, parfois très humoristique. Je passe toujours de très bons moments avec les romans de Zoé Brisby. Là, j'ai l'impression qu'elle va changer un peu de ton avec celui-ci. Alors c'est le sentiment que j'ai à première vue, alors peut-être que je me trompe totalement et qu'on est sur le même mood que d'habitude, mais écoutez, on verra bien. Je vais vous lire la quatrième. Las Vegas 1952, Elvis, Marilyn et l'Amérique en pleine guerre froide. Summer et son mari vivent dans le désert du Nevada sur une base militaire qui étudie la bombe atomique. À chaque lancer, ils sont aux premières loges et il n'y a que Summer pour ne pas savourer le spectacle. En bonne épouse, elle joue le jeu et organise des barbecues atomiques. Sa docilité volera en éclats avec l'arrivée d'une autre bombe sur la base, Charlie. Elle est tout ce que Summer n'est pas, forte, indépendante et sensuelle. Tandis que les hommes s'extasient sur le miracle de la science et la puissance de l'Amérique, Summer et Charlie décident de prendre en main leur destin. Zoé Brisby signe un roman intense et palpitant sur deux femmes qui font un choix de vie, être libres. Voilà, hyper curieuse de lire ceci. J'ai dû me le programmer sur mars. Celui-ci, Les Mauvaises Épouses. Il fait 340 pages à peu près. 335, voilà. Un grand merci aux éditions Albin Michel, parce que maintenant Zoé Brisby est chez Albin Michel. Je sais plus c'était quoi avant. Sa maison d'édition. Le premier, je sais que c'était Mazarine. Et les deux d'après, Robert Laffont peut-être, bref, je sais plus. Bref, elle arrive chez Albin Michel, écoutez, on verra bien. C'est pas le style de couverture que je préfère avec des humains, ça je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais voilà, à suivre, je vous en reparle au mois de mars. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque abonnement compte beaucoup pour moi, c'est un véritable soutien. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous. Bye!